Les revenants. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de l'apéro sur les revenants. Les zombies de la NBA. Mais de quoi vous parlez encore, Trash Talk? Non, les Highlanders. Non, les Highlanders, les comebackers. Ouais, les comebackers. On va en parler tout de suite. On s'installe, Pénard. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ma foi, ça va plutôt pas mal. On a eu un bon lundi cette semaine, j'ai trouvé. C'était bien. Je trouvais qu'au moins on pouvait manger en toute sérénité. Certains ont repris la nourriture le lundi après 5 semaines d'abstinence. Ouais. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler des revenants. Alors certains se posent la question. Magnifique couve faite par Léon MVP, comme d'habitude dans les commentaires, vous savez quoi faire. Le sujet, il est très simple. Sur cette saison NBA 2020-21 qui vient de se lancer, bien on a évidemment des grosses performances individuelles, des grosses performances collectives, mais on a surtout sur ces 3 premières semaines de compétition des joueurs qui sont en train de revenir sur le devant de la scène et pour qui la saison 2019-2020, pour plusieurs raisons, avait été très compliquée. Et il y en a un paquet, après on a trié un petit peu, mais il y en a pas mal tous les ans en fait. Il y a des joueurs comme ça, bien sûr. Comme tu viens de le dire, pour de multiples raisons. C'était plus le joueur qu'on a connu. On a passé certainement soit plus de temps à les critiquer la saison dernière, soit plus de temps à parler de leur absence qu'autre chose. Tu vois. Et là, effectivement, après quoi, les équipes, elles ont quoi là? Elles ont entre 10-11 matchs pour celles qui ont le moins joué. Hashtag Covid, jusqu'à 15 matchs pour celles qui ont le plus joué. Si vous êtes les fans des Wizards, on attend le début de saison. Donc encore. On a un échantillon de environ un cinquième quoi, de la saison, quoi, on va dire à peu près. Hein. Mm-hmm. Et on commence à voir déjà les prémices de certains très beaux retours. Parce que là, on va s'attarder sur les beaux retours. C'est exactement ça, ce sont les retours. C'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez y participer, ça c'est très important. Alex l'a bien souligné, ce sont les beaux retours. Les joueurs qui sont, eux, attendus depuis quelques mois et qui ne gèrent pas trop, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, exactement. On aura l'occasion d'en parler. Mais donc, quel que soit le contexte, souvenez-vous de la saison 2019-2020, il y a eu des joueurs qui soit ont été blessés pendant une longue partie, soit l'intégralité de la saison. Il y a des joueurs pour qui manque de rythme ou mauvaise situation dans l'équipe, changement de maillot aussi. Bref, il peut y avoir plein de situations qui font que là, l'année dernière, ça n'allait pas, et maintenant, ça va très bien. Changement de coach, ouais, il y a plein de trucs, changement d'air tout court. Hein. Bien sûr. Il y a pas mal de... Ouais, il y a plein de possibilités, c'est bien, Disons que la vie d'un sportif de haut niveau peut être faite d'aléas, de haut et de bas, et d'aléas parfois... parmi les plus évidents jusqu'aux moins évidents, quoi. C'est ça, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille comme le Team Duncan de San Antonio, où tous les ans on se fait chier. Parfois, on a aussi en effet des belles stories. 22 points, 12 rebonds, voilà, 22 points, 12 rebonds, 50% de victoire extérieure et les playoffs. Vous pouvez donc vous aussi y participer. On ne va pas perdre de temps, Alex. Je te propose de donner le ton tout de suite. Quel est le joueur dont tu as envie de parler tout de suite? Gordon Hayward. Quand même, c'est lui qui représente le plus ce qui se passe en ce moment au niveau des revenants. L'un des, c'est peut-être pas celui. Vas-y, développe. Mais en tout cas, Gordon Hayward, clairement, disons que l'année dernière, il était là, il avait déjà fait un comeback quand même assez raisonnable. Donc on rappelle, Gordon Hayward, il y a 3 ans. Dwayne Wade jouait avec les Cavs, excusez-moi. Voilà, premier match avec les Celtics, il arrive en agent libre, premier match, cheville à l'équerre. Bam, clac, saison morte, et derrière la saison d'après, compliqué de revenir, et la saison d'encore après, c'est-à-dire la saison dernière, c'était mieux, il y avait des choses intéressantes, mais on n'avait pas retrouvé le Gordon Hayward de Utah. Et là, sur ce début de saison, donc avec les Hornets, pour celles et ceux qui vivraient dans une cave là depuis quelques mois, Gordon Hayward est aux Hornets. Pour 101 millions sur 4 ans. Un contrat un petit peu juteux. Mais il n'empêche que... Mais je vais pas aller jusqu'à dire qu'il vaut son contrat. Par contre, à l'échelle des Hornets, genre, il est arrivé et dans un effectif quand même faible, on peut le dire, ça se voit quand t'as un vrai bon joueur de basket, intelligent, polyvalent, avec un leadership discret mais quand même réel et plein de choses et tout. Et du coup... Gordon Hayward, il a toute une partie des clés, il a peut-être pas toutes les clés du jeu des Hornets, mais en tout cas, il s'est très bien fondu dans le basketball, au moins en attaque, de James Borrego. Et du coup, statistiquement déjà, on va commencer par là, quoi. Allons-y. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un Gordon Hayward à 22 points, 5 rebonds, quasiment 4 passes, 49% au tir, plus de 40% de loin, enfin, tu vois. Toujours aussi propre au lancer. Les lancers francs, si tu fais faute, il y a 2 points, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, franchement... Retour super,
et qu'on voit un retour qu'on voit d'autant plus que les Hornets sont assez cool à regarder, tu vois. C'est fun, ça joue rapide avec James Borrego et c'est intéressant que tu le mentionnes évidemment Hayward parce que c'est le premier qui vient à l'esprit alors que tout est en train de partir en lambeaux. Il y a des petits soucis de connexion tout va bien. Chez notre ami Léon. Tout va bien. Mais c'est vrai que Gordon Hayward, souvent, on oublie que quand il avait été ramené à Boston, l'idée était d'en faire, on s'en souvient de la conférence de presse avec Kyrie Irving, l'idée était de faire un grand groupe avec Kyrie, Brad Stevens, Al Horford, pour s'occuper de former certains jeunes. Aujourd'hui, c'est les Celtics de Jason Tatum et Jaylen Brown, donc il avait plus trop non plus sa place. Là, tu débarques à Charlotte, il y avait cette envie de vouloir bien réintégrer. Et pendant l'été, c'est vrai pendant l'automne, on a parlé de ce contrat, on s'est dit merde, putain, quand même, les Hornets, attention. Bah, je pense que beaucoup de fans des Hornets et surtout les joueurs qui sont dans l'effectif se disent nous, ça régale, c'est un bête de coéquipier, il est super, on peut compter sur lui. Il a déjà fait des matchs à plus de 40 points, si je dis pas de bêtises. Il a fait des matchs, il a fait un match. Peut-être pas deux, je crois qu'il a peut-être deux, à plus de 40 points. Surtout, il fait gagner des matchs aux Hornets. Et surtout, il leur permet, de part, comme je disais tout à l'heure, je parlais de polyvalence et d'intelligence. C'est-à-dire qu'au-delà même des stats, Gordon Hayward amène ce truc, genre c'est un leader, c'est clairement aujourd'hui, à l'instant T, le meilleur joueur des Hornets, tu vois, même intrinsèquement parlant et tout machin. Mais aussi en termes d'expérience. Mais pour autant, il y a de la place pour s'exprimer autour de Gordon Hayward. C'est-à-dire qu'on voit, Devonte Graham, par exemple, a des soucis avec son tir là, sur le début de saison. Ça, c'est sûr. Mais il a ses tirs. Tout à fait. La Melo Ball. Terry Rozier, la Melo Ball, quand il sort du banc, qui joue à côté de Gordon Hayward ou pas, il a sa place. PJ Washington, je veux dire, Biyombo trouve des ballons. Enfin, tu vois, genre, du coup, dans ce basket de Borrego assez collectif, mouvement de balle et tout, Gordon Hayward est assez idéal et ça fait plaisir pour lui de voir que. Alors, je sais pas quelles sont les réelles ambitions des Hornets, tu vois, cette saison. On va voir. Tu vas essayer de faire le play-in tournament. Hein. Eh ben exactement, on va voir. Là, on est encore un peu tôt pour vraiment juger de leurs réelles ambitions. Mais en tout cas, oui, là, aujourd'hui, chez les Hornets, tu dis bon. Tu peux. Poil à gratter, hein. Bien sûr. Non, c'est vrai vrai qu'il y a pas mal de poil à gratter à l'est, là, on va en reparler. Ça, tout le monde est à gratter. Pour l'instant, c'est tellement le bordel avec le rythme, les matchs reportés, les machins, parce qu'ils se sont fait reporter quelques matchs, hein, là, les Hornets et tout, donc ça peut te casser dans ton élan et tout. Ouais, non, c'est un très beau retour. Franchement, c'est un très très beau retour. Et puis c'est un joueur sympa à regarder. Gordon Hayward, c'est vraiment, tu sais, c'est le joueur intelligent. C'est le basket intelligent. C'est le basket propre, c'est le basket efficace, c'est le basket sans fioriture, sans machin. Enfin, j'aime bien, hein, franchement. Bien sûr. De toute façon, pendant la finale de conférence, quand on l'avait vu avec Celtics Miami, on était là genre, waouh, le retour de Gordon Hayward pour attaquer la zone de Miami. Il sait se placer, il sait se placer, comment faire, clairement. Les lignes et tout. Est-ce qu'on a retrouvé le Gordon Hayward de Utah pour toi? Ou est-ce qu'on est en train? Ouais. Je pense que c'est même une version à Utah, il était très fort, il était All-Star. Vas-y. Il était très fort, il était All-Star, mais il était dans un système avec Quinn Snyder où on était beaucoup dans l'exécution. Ce que j'aime beaucoup là avec Borrego, c'est qu'il y a une part de liberté donnée à chaque joueur qui permet à Hayward de s'exprimer encore plus. Et ce qui fait que je trouve que en plus de ce retour physique et de ce retour statistique, tu vois qu'il prend son pied, le mec. Il prend son pied sur le terrain. Il a quel âge? Justement, j'arrive, excuse-moi. Non, pas de soucis, j'ai cru que tu avais la réponse. Gordon Hayward, tac. Il a 30 ans, bientôt 31 en mars. Bien sûr, il est bien. Il a passé son prime malheureux à Boston, un peu mécontent, où ça a été compliqué sur plusieurs points de vue, mais quand tu le vois jouer là, tu vois qu'il prend son pied sur le terrain, et quand on se souvient où est-ce qu'on était quand on a vu cette fracture, là, cette blessure à Cleveland lors de l'opening d'il y a 3 ans, c'est chouette quoi. On a vu Dwight s'ajuster, c'est pas tout à fait le même profil, hein, mais chaque saison on essaye de retrouver un peu des comeback players. On a vu Derrick du côté de Minnesota et de Détroit, on a vu Dwight avec un nouveau rôle du côté des Lakers. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas Hayward pour le moment c'est impec, hein. Putain, c'est bien. On parlera de contrat par la suite, mais c'est une bonne pioche. Certainement, parce que ça va être compliqué pour lui, à moins qu'il nous emmène les Hornets, tu vois, dans le top 4 de l'Est ou quoi, ou je sais pas, en finale de conf ou je sais pas quoi, mais ça va être compliqué pour lui de justifier un contrat aussi gros sur aussi longtemps. Par contre, c'est vrai que je pense que ça va être... Et c'est extrêmement bénéfique pour lui ce retour, et ça va être extrêmement bénéfique pour les Hornets en tant qu'équipe, en tant que groupe. Ça va progresser là autour de lui là. Tu vois, forcément. Potentiel All-Star. Hein. Bien sûr. Là, t'es Gordon Hayward. Bien sûr. Cette phrase, il y a quelques mois, tu vois, genre, mais bien sûr, 22-5-5 dans une équipe qui est en bordure de top 8. Ils discutent, en tout cas, on verra qui y aura sur son poste et tout, s'il y a un All-Star Game déjà, puis qui y aura sur son poste potentiellement éligible, parce qu'il y a du monde. Hein. Mais oui, clairement, il va discuter. Ça fait plaisir, les fans des Hornets régaladent. T'as autre chose?
Ah bah là, on va se renvoyer la balle. Vas-y, je t'en prie. Monsieur Mike Conley, quand même, à Utah, parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a très peu de joueurs qui ont été autant critiqués sur les 12 derniers mois sur cette chaîne. On s'est défoulé comme jamais sur Mike Conley. Ouais, surtout que je pense qu'on avait mis nos attentes trop hautes. On se rappelle encore des previews de la saison 2019-2020. Mais on les mettait top. Bien sûr, on parlait du fit, on parlait de top 4 de l'Ouest pour Utah. Bah le fit, il commence à bien se voir là. Il aura fallu quelques mois. Petit prémisse pendant la bulle. Pendant le premier tour de playoff, où Conley, statistiquement parlant, individuellement et tout, a fait des très bonnes choses. Ouais. Et là, on retrouve, ça y est, le Mike Conley qu'on avait envie de voir en fait avec Utah. Ouais, dans le jeu, il est vachement intéressant parce que tu as toujours cette part de... C'est pas la révolution non plus avec Quinn Snyder. On sait comment va jouer Utah tous les soirs. Il y a des petits apports qui sont bien parce que tu peux toujours compter sur Jordan Clarkson, Donovan Mitchell qui est un peu irrégulier parce que c'est comme ça, c'est Donovan Mitchell. Il est irrégulier. Oui, tout à fait, mais avec un grand I. Oui, tout à fait. Là, en ce moment, il est régulier. Ouais. Il avait montré des éléments un peu plus réguliers, notamment la saison dernière ou en début de saison, on l'avait vu pour atteindre ce niveau All-Star, qu'il y avait un peu plus de lancers francs provoqués. On en avait parlé pendant la preview. Là, c'est un peu plus en dents de scie. Bah, il y a eu des matchs. Le match récent à Denver, il y a eu un match à OKC, si je dis pas de bêtises, aussi en début de saison, où quand Utah démarre pas forcément bien et que ça manque de cette espèce de punch offensif et de leadership, bah, c'est lui qu'en fait, je pense, Utah a voulu récupérer il y a 1 an et demi. C'est très bien. Utah est au top de la conférence Ouest avec les Lakers et les Clippers. Très bien au basket. Ça joue bien. Il y a des défauts à souligner, mais dans l'ensemble, collectivement, c'est du bon basket. Et à la différence, évidemment, de Monsieur Gordon Hayward et peut-être d'autres garçons dont on va parler, c'est que Mike Conley, il faut aller chercher un contrat. Donc forcément, pour Conley qui est là, si je dis pas de bêtises, dans sa dernière année et qui va être agent libre là à l'été 2021. Énorme lui aussi, il avait. Bien sûr. Il aura du mal à avoir ça, évidemment. Ça reste un des meilleurs meneurs payés au monde. Mais en tout cas, si t'es Utah... Un des meneurs les mieux payés au monde, tu veux dire? Ouais, j'ai dit quoi? T'as dit un des meilleurs meneurs payés au monde, t'as dit. Ouais. C'était un peu chelou. Un des meilleurs meneurs payés au monde. Ah oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un des meneurs les mieux payés au monde. Voilà. Tout à fait. Voilà, il a été payé comme un des meilleurs meneurs. Mais oui, mais pour revenir à ce que tu disais là, au niveau du terrain, on voit cette saison. Donc on retrouve les petits hauts-bas de Donovan Mitchell. On a aussi un Bogdanovic qui est pas du tout sur ses standards. Boyan d'ailleurs, t'as raison. Qui est pas du tout sur ses standards habituels en termes de production au scoring et d'efficacité. Il doit être à genre 12-13 points par match, alors que je pense que c'est quand même un garçon qui attend plus à 18-20 exactement. Donc ça, et en fait, Utah performe fort parce que c'est un collectif, parce que ils ont retrouvé une défense top 10 de la ligue et tout, mais en fait, au milieu de tout ça, t'as Mike Conley qui amène sa régularité, qui amène une assez bonne efficacité à 3 points, qui amène de la sérénité dans les systèmes, dans le mouvement de balle. Enfin, c'est un vrai relais et c'est lui le relais de Quinn Snyder. C'est le relais qui était attendu. Il y a eu des fins de match un peu serrées où il y avait justement besoin qu'il calme un petit peu les troupes. Et c'est celui-là. C'est ce Mike Conley qu'à mon avis les fans de Utah voulaient avoir il y a 1 an et demi. Donc c'est bien, défensivement comme offensivement. On est sur des excellents pourcentages, puisque au shoot, on est à peu près à 16 points de moyenne. C'était encore mieux. Même 42% à 3 points là, je viens de voir. Ouais, c'est 42% c'est le lancer, à 3 points. T'as vu les lancers? Ouais, il est à 46% au shoot. Bon, au lancer, il est à 70%. C'est bizarre. Bon, ça arrive. Non, mais c'est toujours bizarre. Tout à fait. Mais on est toujours sur ce ratio qui était pas très bon l'année dernière, mais sur un bon ratio passe décisive par balle perdue. C'est très bien pour le Jazz. Et donc, si tu peux aborder là cette saison avec les perspectives qu'ils avaient en ayant verrouillé Clarkson, verrouillé Gobert, verrouillé Mitchell, ça c'est fait. Ils ont réintégré certains gars. Si Mike Conley peut devenir cette pièce qui peut permettre à Utah d'espérer faire ce dont on a parlé il y a quelques semaines pendant la preview, c'est-à-dire Portland a fait son run il y a 2 ans en playoff. Denver a fait son run l'année dernière en playoff. Est-ce que Utah peut être l'espèce de darling sur les playoffs 2021? Si Mike Conley continue à jouer comme ça peut être fort possible. En tout cas, il y aura des situations de fin de match en régulière ou en playoff dans lesquelles tu seras très content d'avoir Mike Conley balle en main, qui prend un écran et qui regarde un peu ce qui se passe. Tout à fait. Tu seras très content. Soulagé de Donovan Mitchell et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment... Non, c'est un beau retour. C'est ça. Ça fait plaisir de le revoir jouer à ce niveau. Bien sûr. Gordon Hayward et Mike Conley, donc, qui sont les 2 premiers joueurs. Comme là, vous pouvez en balancer pendant que je te tends la perche. Victor Oladipo, le joueur des Rockets, qui a fait un très bon premier match avec les Rockets. Voilà. Bon, après, faut le souligner. Un très gros... Attends, c'est pas qu'un très... C'est un gros match. C'est un match de... C'est bon, vous pouvez garder Harden, on est tranquille pour l'avenir. Genre, il y a plus de barbe, mais vous inquiétez pas, le poste 2, il est géré. La prod est la même.
On en reparlera peut-être plus tard de ça. Dans 2 semaines. Mais après, il faudra voir aussi Toto Oladipo. Par exemple, là, son premier match est énorme. Il a tous les ballons dans les mains. D'ailleurs, il en perd pas mal, mais il fait tellement de taf autour que c'est pas grave. Faudra voir à côté de Wall. Parce que là, il n'y avait pas John Wall. Donc, il faudra voir. On va pas juger sur un match. Par contre, ce qu'on peut juger, entre guillemets, c'est qu'avant qu'il se fasse trader, aux Pacers, on avait déjà noté. Là, sur le tout début de saison avec les Pacers, moi, je trouve qu'on avait déjà noté. Genre, la production n'était pas toujours là. Après, dans l'ambiance Pacers, avec Brogdon, Domantas qui est le vrai gros leader, machin et tout, c'était peut-être plus compliqué. Par contre, on avait noté un peu du regain physique. Ah bah, tu sais, l'année dernière, on a eu Oladipo, là, dans la bulle. Non, là, on avait Victor Oladipo. Là, on a vraiment tort. Ouais. On voit physiquement, athlétiquement, bien sûr. La défense. C'est le premier truc qui se voit tout de suite avec Victor sur ce début de saison, c'est que les craintes qu'il y avait de son retour physique, elles étaient réelles, parce que c'était vraiment une horreur à voir la saison dernière. Entre la coupure de la saison et la bulle, c'était dur pour ce genre de profil de joueur en plus. Là, à Houston, il y a à partir du moment où physiquement il y a ça, où il retrouve ça y est, l'Eurostep, il est fait sans hésitation. Le premier pas. Le spin move, il est fait à la vitesse Oladipo. C'est Oladipo 2018. Donc ça veut dire que quand tu es dans le spin move, au revoir. Et il a parlé grave d'avoir hâte de faire justement tous ces pick and roll avec Christian Wood. Bon. Hier soir, c'était pas mal. Hein. Enfin, c'était hier soir. Ouais, c'est ça. C'était lundi soir lundi soir, la nuit de lundi à mardi. Face aux Bulls. Ouais. Extraordinaire défense des Bulls. Bon, avec une défaite par contre au bout. Ouais. Après, t'as quand même un effectif des Rockets auquel il manquait quand même plusieurs joueurs. Donc après, on verra, on jugera dans la longueur. Comme je l'ai dit notamment à côté de John Wall, faut voir la cohabitation des deux. Ah, bien sûr. Faut voir quoi. John Wall, c'est un mec qui a le ballon, Oladipo sans ballon. Il peut, attention, mais ça va être quand même intéressant de voir comment Stephen Silas organise son attaque autour d'une triplette, donc Wall, Oladipo, Christian Wood. C'est pas mal. Et pareil, on en parlait avec Conley, monsieur Oladipo, qui est lui aussi dans une situation contractuelle particulière. Faut aller chercher, c'est contractière, c'est agent libre. Bah si tu joues comme ça, bon. Y a pas de problème, tu vas trouver des contrats. Bah c'est ce dont on parlait, je pense, si je dis pas de bêtises, pendant l'intersaison. Peut-être que les fans de Dallas sauront un peu plus me donner des détails là-dessus, mais il y avait des équipes qui essayaient de tourner autour des Spencer Dinwiddie, Zach LaVine, Victor Oladipo, qui voulaient voir si ces gars-là, on pouvait aller les chercher. Bon, bah peut-être que Oladipo, Zach LaVine, on en parlera dans un autre apéro, parce que il y a des trucs vraiment très bien ce qu'il fait sur le début de saison. Mais là, Oladipo, tu te dis, ok, en fait, 2018, si ça se trouve, c'était pas un one-shot quoi, de Oladipo. Non, tu te dis que le joueur All-NBA peut-être petit à petit réapparaître. He's back. Je regarde les chiffres, je les avais pas forcément. 20 points, 5 rebonds, 5 passes en cumulant Indiana et le match d'hier à peu près aux Rockets. 44% au shoot, 38% à 3 points. C'est correct. C'est ses meilleurs pourcentages en carrière. C'est correct. Ah, c'est bien. Et puis je trouve ça intéressant qu'il soit mis en valeur comme ça, balle en main, dans une équipe comme les Rockets, là, quand il n'y a pas de John Wall. Parce que le pick and roll, comme tu l'as dit, avec Christian Wood est vraiment très intéressant. Bon, après, Christian Wood, c'est pas un comeback, lui, c'est pas un retour, mais l'autre, il est quand même sur... Bonjour. Il est quand même sur 1, t'es d'accord ou pas? Bah, bien sûr. Et alors, comme ça, je peux être titulaire en NBA, moi. Bah, je vais vous mettre du 22,12 rebonds dans la bouche, de moyenne, tous les soirs. Du bois. Franchement, il envoie du bois. On va beaucoup la faire, celle-là. Mais voilà, en tout cas, Oladipo, ça lui fait un bon partenaire de pick and roll. On verra quand John Wall revient. Mais ça fait plaisir de le voir au moins en bonne forme physique, motivé. Je pense que ça va lui faire du bien de partir d'Indiana. Je pense qu'il fallait qu'il parte d'Indiana. Ouais, clairement. Bah, tu sentais que la transition, elle se faisait là avec Sabonis. C'est bon. Les clés du camion, on sait à qui elle est. C'est à Domantas. Voilà. Alors que là, le seul truc, moi, que je pense que je vais surveiller pas mal, parce que évidemment, on a envie de voir Victor carburer toute la saison, mais c'est quand tu as une franchise qui est dans une situation comme celle dans laquelle les Rockets étaient avec James Harden, n'importe quel mec qui passe derrière, il n'est pas vu comme un sauveur, mais ça va être mieux. Parce que il faut voir sur la longueur, quoi. Et c'est ça, il faut voir sur la longueur. Parce que si Oladipo fait vraiment une saison ne serait-ce que correcte et dans ce qu'on voit en ce moment avec les Rockets, mais les fans, ils vont tomber amoureux de lui parce que t'as vécu 10 semaines d'horreur là avec James Harden avec cette affaire. Oladipo revient, il fait ça, putain. Faudra voir aussi les résultats collectifs. Ouais. Bon là hier il manque John Wall, mais ça perd quoi contre les Bulls, ça perd quoi, tu vois. Donc attention aussi à ça. Bien tu sûr. vois. À un moment donné, peut-être se réveiller genre ça va mieux Oladipo. Par contre ça gagne pas de match à Houston, tu vois, genre attention à ça. C'est clair. Attention à ça. Faut bien finir les matchs parce qu'ils en ont perdu 2-3 aussi dans les Money Time face aux Spurs et tout. Ouais, c'était ça Oladipo ça. Donc faudra voir avec Oladipo. Tout à fait. T'as un petit nom à nous filer? On peut parler de Kevin Durant. On peut parler de Kevin Durant ou pas?
Parce qu'on était là en train de faire les catégories, je disais tiens c'est vrai qu'on va peut-être rajouter KD dans les revenants. N'a pas joué du tout de la saison dernière. On se souvient des finales 2019 avec la rupture de tendon d'Achille, c'était à Toronto, il y avait du public dans la salle, on se demandait il y a quelques semaines dans quel état on allait retrouver Kevin Durant. Je pense que la question... C'est dans quel état il va mettre la NBA surtout, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comment est-ce que... Non mais c'est un grand mal. Elle est vite répondue, on a le deuxième meilleur scoreur numériquement de la NBA derrière Bradley Beal, il y a 31 points de moyenne. Ah oui, numériquement, en moyenne de points par match. Tout à fait. Parce que sinon c'est le meilleur. Non, parce que sinon c'est le meilleur de tous les temps. Planète Terre. Oui, bah, après tu te calmes. Après c'est chacun ses goûts. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, il est complètement dingue. Il est à 31 points de moyenne là avec ses 7 rebonds, t'as des pourcentages ses 6 passes. Bah, on est à 87% au lancer, on est à 48% à 3 points. Et au moins 50% et on est à 54% au tir. Son true, tiens, stat avancée. True shooting pourcentage de Kevin Durant, c'est un true shooting pourcentage de pivot. C'est 67% ou un truc comme ça. Ah, bien sûr. C'est un truc de mec qui dunk normalement. On a retrouvé le KD. Jarrett Allen, Kevin Durant, qui est le meilleur true shooting pourcentage. On a retrouvé le KD létal d'il y a quelques saisons où en fait on avait un peu d'interrogation sur l'aspect physique. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué dès les débuts de KD, pour ceux qui évidemment se matent les matchs des Nets, parce que en ce moment c'est bien hype avec l'arrivée d'Harden et le retour, on l'espère, de Kyrie. Athlétiquement, tu le vois. On pourra parler après de toujours ce jeu incroyable à mi-distance, à 3 points, etc. Mais je l'ai vu monter 2-3 fois sur des vrais contres. Où en fait, il y a la barrière qu'on observe souvent avec ce genre de blessure, c'est la crainte, un petit peu l'anxiété en faisant des gros choix et des gros gestes athlétiques. T'as pas du tout l'impression qu'il y a ça avec KD. En verticalité, tu sens qu'il est vraiment bien revenu. En latéralité, je sais pas si ça se dit, tu sais, il se maintient. Il fait un peu moins les efforts. Ouais. Il a peut-être aussi un peu peut-être certaines petites appréhensions parce que je pense que. Et puis son staff doit lui dire. Et son staff de dire, tranquille, tu sais quoi, c'est pas grave si on l'encaisse. Quand t'es à 80%, t'es le meilleur joueur au monde. C'est ça. Et puis surtout, c'est pas grave si on prend ce panier-là, Kevin, tu vois. Mais par contre, je veux dire. C'est bien aussi de pouvoir avoir de pouvoir observer en live ce genre de retour parce que après les Nets, leur début de saison est vraiment chelou. Il y a eu du très 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 bon. Là récemment, il y a l'arrivée d'Harden comme disait. Il y a eu du très bon aussi avec Kyrie au début. Après Kyrie a disparu, Kyrie va revenir, on sait pas trop quand. Enfin bref, on peut voir les Nets en global et tout. Il y a des trucs à observer dans tous les sens. Mais juste Kevin Durant. L'autre, mais quand même, je veux dire, c'est un grand malade. Non, là c'est le retour au top. Ouais. Je pense que les Nets se disaient dans quel état on va le retrouver. T'es fan des Nets, tu te dis ok, c'est bon. On pourra refaire des apéros en se disant LeBron, Giannis, Harden, remettez en grande discussion, mais on avait dit que avant sa blessure, c'était un des 3 meilleurs joueurs de la planète. C'est bon, il est rentré dans le débat, mais en 3 semaines. Mais en 3 semaines, il y a la production statistique, il y a ces pourcentages qui sont incroyables, là, comme on vient de le dire et tout machin. Mais il y a aussi eu des trucs de très Kevin Durant, genre la fin de match contre les Nets, la dernière minute là. Contre les Bucks. Contre les Nuggets. Les Nuggets. Les Nuggets. La dernière minute contre les Nuggets. Ah oui, serré le match. Tiens, filez-moi les ballons, tiens. Et voilà. Vous n'allez rien faire. 6 points en 1 minute. Ouais. Vous allez rien faire. Et là, oui, contre les Bucks, là, le petit 3 points. Ouais, et au-delà, en plus, évidemment, il laisse le jeu venir à lui. Les matchs bien terminés, il les termine bien. Il y a eu les Bucks, en effet, qu'il a terminé. Il y a eu les Nuggets aussi. Quand il fallait aussi assassiner d'autres franchises, il l'a fait. Mais ça, c'est dans son ADN, dans son sang. Ce qui est étonnant, et ça, je pense qu'on en avait parlé un petit peu plus tôt, je pense que c'est quand il y a eu l'arrivée de Steve Nash, si je dis pas de bêtises, c'était les questions autour du leadership de KD et de prendre certaines décisions en tant que patron, vraiment, puisqu'on lui mettait souvent l'étiquette de les Warriors, c'était les Warriors de Curry et de Draymond et de Kerr, là, machin. Pareil à OKC, on se disait, est-ce que c'est pas Westbrook, en fait, l'âme de la franchise? Bref. Là, à Brooklyn, il y a 2-3 moments où il essaye de montrer que c'est lui la colonne vertébrale et qui va calmer les gars quand il le faut et les piquer un peu à vif quand il le faut. Il a montré 2-3 éléments. Il essaye, tout à fait. Qui sont hyper intéressants parce qu'un joueur aussi fort techniquement qui essaie de répondre à une question à laquelle on se posait tous en termes de leadership, bah t'as un candidat MVP. Mais bien sûr. Là, KD, c'est chaud. KD, c'est très très chaud. Ne pas voir Kevin Durant jouer en ce moment au basket, je pense que c'est ne pas rendre service il est en tête de la ce course, sport. Là. Si les Nets commencent à gagner des matchs avec Harden qui arrive en feu là, l'autre il est en tête de la course. Faut que les Nets gagnent plus régulièrement. Ah bah évidemment, ça c'est évident. Mais avec le potentiel offensif qu'ils ont, ça doit être faisable, non? Ou c'est moi? Bien sûr. Tu vois genre, tous les soirs, tu sais pas ce que tu vas prendre de la part de KD, mais tu sais que ça va être sale. Et puis surtout, on retrouve cette espèce de sensation incroyable qui est
Tu regardes plus les choix tactiques du coach adverse. Le défenseur n'a pas vraiment d'importance. Il a pas d'importance. Non, tu vois, on est d'accord. Enfin, il y a un truc spécial. On retrouve notre gars là, où pudiquement on dit qu'il fait 2m08, mais on sait tous que c'est un 7-footer. Tu vois, genre, et qui shoot au-dessus de tout le monde, qui peut monter la balle en marchant là, puis il s'arrête à 9 mètres, il met une ficelle. Bah, c'est celui-là. C'est un truc de malade. Bien sûr. C'est celui qu'il a fait contre Orlando. Hein. Il en a rien à foutre. C'est celui qu'il a fait contre Orlando. C'est celui qu'il a fait contre Denver, c'est le fameux. Beaucoup trop fort. Il dépasse le milieu de terrain, il pose son dribble. Les fans des Cavs sont traumatisés par cette action, mais c'est KD qui est vraiment main droite. Il pose son dribble une fois qu'il a passé le milieu de terrain, comme ça la balle vient à gauche, il décale, parce que KD a un shoot qui part pas mal de la gauche et il laisse ensuite envoyer. Et qui le release point, comme on dit, est environ à 2m80. Le défenseur est là, hein. Le défenseur est là, mais je sais plus si c'était Kem Birch qui était sur sa gueule, mais il y a absolument rien à faire. Tu peux rien faire. Non, pour le moment, il a un niveau qui est très très fort, et en termes de comeback, on avait discuté. C'est lourd. Oh, parce que c'est grave qu'il a eu comme blessure. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est que on était pour le moment sur un template de Dominique Wilkins comme référence du retour au tournoi d'Achille. On avait parlé je pense dans le top 100 all-time. Il est en train de faire péter les standards. Et il est en train de faire péter les standards. Il faut voir encore une fois ce que ça fait sur une saison. Oui. Parce que Wilkins, il était revenu à 28 points de moyenne après quasiment même toute une année blanche, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. All-Star, etc. Mais là, KD, on est sur des standards de FDP. Et surtout qu'il y a une domination, quoi. C'est-à-dire que on va voir, hein, mais comment tu défends ce mec ? Comment tu fais quand il a décidé qu'il allait marquer ? En fait, est-ce qu'il existe une situation dans le basketball dans laquelle Kevin Durant peut ne pas marquer ? En fait, non. C'est de son milieu de terrain. Dans sa moitié de terrain, non. Mais sinon, une fois que tu as passé le rond central, c'est bon, t'es à distance. Hein ? Il y a ça, et puis il y a le côté post-bas, il y a le côté drive, il y a son handle. Ils sont dans la pénalité, on va leur faire prendre des lancers. Les lancers, tu peux pas faire faute sur un mec comme ça. Enfin, donc du coup, vraiment, non. C'est un retour absolument magnifique. Ça fait trop absolument magnifique, parce qu'on voit vraiment un des meilleurs joueurs de tous les temps, hein, qui est dans notre top 20. Hein, je dis top 20 pour être large exprès, hein, qui est dans notre top 20 à tous les deux de tous les temps, donc c'est quand même, tu vois, genre c'est... Bien sûr. Et J'aime bien Gordon Hayward, hein, j'aime bien Mike Conley, mais on parle pas de la même sphère. Non, tout à fait, j'aime bien Victor Oladipo, je les adore. Hein, mais ça fait des mois qu'on a fait des vidéos où je te disais c'est le joueur que j'attends le plus de retour de toute la planète basket, et là moi je prends mon pied. Je suis pas un fan des Nets, on regarde la plupart des matchs de toutes les franchises le soir quand on se retrouve sur Twitter, mais je loupe aucun match des Nets, parce que ne pas regarder KD en ce moment, c'est louper une excellence basketballistique qui est suprême, quoi. Moi, ouais, puis il a la petite calvitie des grands là qui commence à arriver. Ça y est, il est. Ouais. Ah bah là, il a. Là, Zizou. Hein. On est d'accord, hein. Ah bah là. Là, attention, il va falloir. Soit tu fais les implants à la LeBron, soit tu rases. Soit tu rases comme Jordan, mais il va falloir faire un truc. Tout à fait. Et pour la parenthèse, évidemment, ceux qui se posent la question, on aura l'occasion de parler de l'association Harden, KD, Kyrie dans quelques jours. On les laisse un petit peu jouer quelques matchs, parce que Harden, les premiers matchs avec KD, il faudra qu'on en reparle aussi. Ils ont l'air contents de jouer tous les deux, non ? Ouais, ils ont l'air assez contents. Surtout quand Harden dit j'aimerais bien laisser KD être la meilleure version de KD. Oui. C'est bien ça dont on parle. Président. L'autre, il va transformer Nicolas Claxton en un 15-15. Et vite, parce que DJ, enfin, bref. On va en discuter. Joueur suivant, qu'est-ce que j'ai ? Draymond Green. Ah oui. Tu sais que c'est du bon petit comeback, ça. Ben, bien sûr. Alors, statistiquement, c'est différent de Kevin Durant. Hein ? C'est-à-dire qu'au niveau des pourcentages au tir et de la production chiffrée d'une manière générale, le seul truc où il est peut-être dans les sphères lourdes, c'est les passes, où Draymond Green a tout de suite retrouvé son côté, plaque tournante du jeu des Warriors, et vraiment fort à la distribution, il voit tout. Draymond Green, on avait oublié aussi ça. Je parlerai après du cœur, des couilles, du machin, du truc, de la défense et tout, mais déjà le premier truc, moi, j'étais là genre... Ah bah dis donc. Putain, ça fluidifie le jeu. Quand t'as les écrans, les hand-off et les passes en backdoor et tout de Draymond Green, tu sais que t'es plus la même équipe déjà. Pour juste ça. Bien sûr. 4 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne. Et puis alors les pourcentages, attention. Le pourcentage c'est extrêmement crade. Si vous prenez un joueur et que vous dites qu'il fait un comeback extraordinaire à 4 points, 32% au tir, 23% à 3 ça dont points je parle, au pourcentage, et 65% au lancer. Voilà. Mais c'est un excellent comeback quand même. Ah ouais. Parce que on est dans quel... Enfin vas-y, je te laisse... on est dans le cadre d'un joueur qui, là pour le coup, lui, il est vraiment l'un des exemples types de joueurs qui
au-delà des stats, pèse tellement dans le jeu de son équipe. Donc là, je viens de décrire un peu les situations offensives où il fluidifie le jeu, même si c'est pas lui qui fait la passe d'ess d'un point de vue numérique. Il fluidifie parce qu'il vient de faire le bon écran ou la bonne passe qui fait le décalage ou parce qu'il était en tête de rack. Enfin, bref, tout un tas de situations où il permet à Stephen Curry, à Kelly Oubre, je veux dire, Kelly Oubre va tellement mieux en attaque depuis que Draymond Green est revenu. Alors, Kelly Oubre, il a du talent, hein. Je pense qu'il de toute façon il serait monté en régime. Quand même, faut pas exagérer. De toute façon, avec le début de saison qu'il faisait, Tu peux pas faire pire. c'était difficile de pas monter. S'il monte pas en régime, Oh bah, il baisse en régime. inquiétude. Il a un contrat à aller chercher lui aussi. Donc oui, voilà, mais c'est pas anodin. Genre, quand tu le vois, Draymond parler à James Wiseman, Ah ouais, c'est bon. t'es le staff des Warriors, tu fais yes, vas-y, explique-lui la vie. Dis-lui comment ça se passe la NBA. C'est très bien, ouais. Positionne-le en défense. Tiens, James Wiseman, viens là. Tu vois le Raymond là? Tu fais ce qu'il te dit. Voilà. Point barre. Et ça se voit tout de suite, tout à fait dans les résultats des Warriors. Si je dis pas de bêtises, il y a 9 matchs joués, il y a 5 victoires sur les 9 joués de Draymond cette saison. Ouais, et ça joue mieux, quoi. Au-delà même des wins, ça joue tout à fait, mieux. ça joue mieux. Les rotations défensives sont complètement dingues, car différentes, puisque Draymond est là. Allez revoir ceux qui peuvent la fin de match entre Raptors et Warriors, où Draymond Green, sur la remise en jeu, défait et annonce absolument tout le système de Nick Nurse. C'est-à-dire qu'il va dire, les gars, attendez, parce que Siakam va prendre la balle, ils vont faire une isolation, laissez-le faire la toupie, et il va louper son shoot. Et il remporte le match. Et en fait, juste cette assurance défensive-là que les Warriors... Enfin, je veux dire, intelligence de jeu, bien global. sûr, c'était la pire équipe de NBA l'année dernière. Tu te retrouves là avec un Draymond qui... On peut reparler contrat, on peut reparler pourcentage, mais on a souvent parlé des couilles, des poumons des Warriors en disant c'est quand même Draymond. Quand il est concentré, putain, les passages en force, les rotations, les lectures, les vas-y les gars, on se bouge. Surtout qu'en plus, il a un profil tellement atypique... en termes de ce qu'il est comme joueur, c'est-à-dire son physique, les qualités qu'il a, et en même temps les qualités techniques qu'il a et de vision. Enfin, il a une telle polyvalence chelou que il bouge tellement de trous dans le roster tactiquement pour Steve Kerr. Bah, ça change tout déjà. Deuxièmement, bah du coup, le Wiseman, faut qu'il se concentre, mais mine de rien, Wiseman, c'est quand même pas mal en protection de cercle pour un petit jeune rookie qui débarque. Les débuts de Wiseman sont quand même super. Bien sûr. Quand tu vois ces débuts super et que tu te dis, putain, mais ce mec-là, il va pouvoir travailler là au quotidien et former une paire d'intérieur avec Draymond Green. Ouais. Ah non, ça change tout. Gros Ça change bonheur. tout. Bah, bien sûr. Alors bien après, sûr. évidemment, là, j'ai parlé de Kelly Oubre en attaque, mais Steph, on en reparlera. Deuxième vie pour Steph. On en reparlera dans quelques minutes, monsieur Steph. Parce que là, lui aussi, dans le genre, j'ai pu enfin retrouver certains spots parce que la passe était au bon endroit au bon moment. Non, ça fait plaisir de revoir Draymond jouer comme ça. Parce que lui aussi, contractuellement, en plus, il a pris un bon... Il a sécurisé le bag, il a mis la daronne à l'abri. Ouais. Il fallait justifier. L'année dernière, c'était horrible. Enfin, je veux dire, l'année dernière, c'est difficile de ne pas se souvenir de la saison de Draymond sans parler de la punchline de Charles Barkley qui était en triple single. Quoi. Triple single. Putain. On l'entend moins depuis qu'il est en triple single. Là, on l'entend moins. On le voit moins aussi sur TNT parce qu'il était en commentaire parfois dans Inside the NBA avec Ernie Johnson et tout. On retrouve Draymond sur le terrain. Et donc, ils sont allés jouer les Lakers, chez les Lakers. T'es mené de 18 points et évidemment il y a un gros Steph, il y a un gros Kelly Oubre, il y a un gros Pascal, etc. évidemment. Mais Pascal c'est pareil, ça en v'là un qui va apprendre pas mal de petites choses sous Draymond Green. Bah c'est le même Spider-Man. Hein. Ah ouais, différent mais genre c'est rigolo, physiquement ils sont marrants. Ouais. Bonhomme Michelin. T'as pris les vides. Bonhomme Michelin, you know what I mean. C'est clair. Non, c'est super. Les fans de Warriors retrouvent des couleurs. Les Warriors sont pas du tout la même équipe avec Draymond Green. Quand tu vois là ces Warriors avec Draymond Green, tu te remets en tête les 4-5 premiers matchs de la saison où on en avait rigolé d'ailleurs en conclusion hâtive, on avait dit Steph Curry est fini, les Warriors ceci, Warriors cela. Ouais. Les Warriors sont une équipe qui, même dans cette conférence Ouest et au milieu d'une saison ultra bordélique comme celle qu'on est en train de vivre, peuvent être une équipe genre qui gratte une petite place en play-off et puis tu joues ça au premier tour de play-off. Ouais, c'est vrai. Qui que tu sois, t'es saoulé. Ouais, parce que t'auras Steve Kerr, t'auras Curry, Kerr et Draymond qui vont être là. Bon. Qui vont être là, on connaît bien le chemin. On va out-exécuter ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis les soirs où Curry est en feu, voilà, là maintenant ça complique tout de suite la tâche, quoi. Ça fait plaisir. Draymond, on reparlera du chef dans quelques minutes, mais Draymond, en plus pareil, on venait de parler de KD, ce côté expertise basketball de Draymond quand il est concentré et qu'il déjoue tous les systèmes offensifs d'en face, parce que c'est... Regardez si vous pouvez, regardez les Warriors jouer.
et je dis pas que c'est comme ça tous les soirs, mais quand Draymond est vraiment concentré, vous pouvez juste le regarder lui lors des attaques des équipes adverses, et tu te dis, mais le mec, c'est la marmotte et le chocolat, quand il te fait tout. Puis il y a le focus qu'il inspire, et puis il y a ce côté, genre, il peut vraiment être le centre. Tu vois, le front de courte, Kelly Oubre, Draymond Green, James Wiseman. Potentiellement, putain, ça peut défendre de ouf cette triplette. Bien sûr. C'est long, c'est athlétique. Ouais. Si les deux, ils commencent à faire ce que dit Draymond, tu sais que... oh là là. Le pari démarre bien, quand même. Nous sommes d'accord. Je suis hyper curieux, je suis très, très, très excité de voir la suite des Warriors, en fait. Pareil. Draymond, faut continuer. Évidemment, il fallait que je fasse un petit clin d'œil à la franchise de Hucker, non pas côté des Spurs, même si chez les Spurs on pourrait avoir quelques comebacks, mais Monsieur Clint Capella a montré quelques belles choses sur le début de saison du côté d'Atlanta. On se souvient l'année dernière à Houston. Alors numériquement, oui tout à fait, mais on n'est pas sur une explosion. Enfin, je veux dire, on est sur les standards de Clint Capella. Oui, on est sur quoi, 12-12, 13-13. On est sur 13 points, 13 rebonds, 60% au shoot, un contre et terminé, quoi. Voilà. Mais l'impact est différent. C'est-à-dire que là, on retrouve le Capella qui est capable de vraiment dominer certaines séquences de jeu. Il crée énormément de rebonds offensifs. Il vient couvrir défensivement une équipe qui a montré mais absolument rien en défense ces dernières années. À Atlanta, on a été la passoire de la ligue. Défense, ça va bien mieux là. Tout à fait. Ça a été une punchline. Peut-être pas que Capella, tu vois, parce qu'il y a DeAndre Hunter qui il a bien élevé le niveau là. Il y a Hunter et il y a d'autres garçons aussi. Le sophomore là, tu regardes les Hawks jouer, tu fais. C'est le deuxième meilleur joueur d'Atlanta. Dis donc, Paul George. Ouais. C'est ça, non, mais vraiment. Il y a John Collins aussi qui a évolué, mais en tout cas, Capella, tu vois certains matchs où tu te dis, bon, ok, avant, Atlanta était la punchline de TTFL où il fallait prendre un intérieur contre eux. Non, puis maintenant. C'est plus trop le même délire. Ah non, surtout qu'en plus, ils peuvent te faire des fautes de l'autre côté, avec justement DeAndre Hunter, John Collins ou quoi. C'est ça. Ah non, les intérieurs sur les Hawks. Donc il a retrouvé ses lobes avec ceux qu'il avait avec James Harden, il les a cette fois avec Trae Young, donc il est content de les avoir. Il roule bien, je veux dire. Là, tu parles de défense, mais en attaque, c'est super. L'autre, il a quand même appris avec Harden, donc ça aide bien, tu vois. Il sait rouler sur un pick and roll quand t'as des Trae Young à la baguette. Déjà, ça j'aime bien, moi, ça c'est super. Ensuite, je trouve qu'il amène un côté, genre, il a un peu plus d'expérience que les autres, quand même, dans cette équipe-là, où il y a quand même Gallo qui est blessé, Bogdanovic qui est blessé et tout machin. Il amène cette espèce de côté Capella. C'est un daron, discret, daron, calme, machin et tout. Ouais. De la dureté. Donc, franchement, c'est super. Moi, je suis très content parce qu'en plus, c'était le transfert qui avait eu lieu en février dernier. Il a encore quelques années de contrat du côté d'Atlanta. Toute la question va se situer sur la compatibilité entre lui et John Collins parce qu'il y a parfois des séquences où tu vois Atlanta qui joue potentiellement mieux avec l'un ou l'autre. Je veux dire, très souvent, tu vois des séquences offensives où c'est compliqué. Défensivement, c'est super quand les deux sont sur le terrain. Les statistiques sont juste énormes quand Capella est présent parce que du coup, Atlanta devient une équipe correcte défensivement et donc il suffit après d'attaquer bien pour être létal. Et t'as des bons joueurs en attaque naturellement avec du talent, je veux dire, et tout. Et au-delà de ça, numériquement, tu as des petites choses, c'est-à-dire, pour ceux qui, évidemment, on est 13 sur un peu l'actualité des Hawks en France, mais en tout cas, lorsqu'il y a eu des galères entre John Collins et Trae Young, où notamment ça parle du fait de ne pas trop apprécier comment Trae Young joue ces derniers temps, c'est Capella qui va aller voir Trae Young et qui lui dit, écoute, moi j'ai connu des galères comme ça à Houston, on arrête les conneries, ça va prendre du temps, mais pour un coach comme Lloyd Pierce, qui est un petit peu sur le siège chauffant bien comme il faut, et pour lequel il y a besoin d'avoir des vétérans, Capella, en fait, il est là, tu le sens, il est pas là, tu le ressens grave, parce que tu retombes dans le passé d'Atlanta, qui était une équipe spectaculaire, mais qui prenait 150 points par match, quoi. Donc bien content de retrouver Clint à un haut niveau, physiquement comme numériquement. C'est chouette. Non, c'est bien, il apporte une vraie stabilité. Non, j'aime bien, je pense que c'était un très bon coup de la part des Hawks. C'était vraiment un gars qu'il fallait avoir. Maintenant, on va suivre vos histoires de vestiaire, là. Ouais, ça t'inquiète, on va faire histoires d'entendre, tout ça. Dans 2 semaines, on va faire un apéro, je t'annonce direct. Quoi, quand les Hawks seront 14e ? Ouais. Non, mais quand il y a une histoire avec Lloyd Pierce, parce qu'entre Lloyd Pierce et... Je l'ai jamais dit sur la chaîne, mais entre Lloyd Pierce et Trae Young, ça se déteste. Donc, ça s'aime pas beaucoup. Ah non, mais et j'ai l'impression que John Collins comment dire, n'apaise pas le truc, quoi. Genre, il est en situation contractuelle. Il est en situation contractuelle, mais... Faut aller chercher le deal. Pourtant, il est meilleur que Trae Young sur le début de saison. Qui ça ? John Collins. Trae Young, c'est très moyen, voire mauvais. Non, vache, il y a eu un tout début de saison où c'était super. 3 matchs. Après, plus que ça. Non, vraiment. Ah bon ?
Ah ouais, ok. On fera un apéro après des joueurs, comme on l'a dit, des joueurs qui sous-performent par rapport aux attentes qu'on avait. Évidemment, je taquine parce qu'il y en a qui vont me dire que Trae Young c'est de la folie avec 23 points et 8 passes de moyenne. Mais en tout cas, dans l'impact dans le jeu, dans son efficacité et dans les progrès qu'il y a eu dans les victoires des Hawks, John Collins était à la discussion avec DeAndre Hunter pour être le joueur le plus efficace. Maintenant, ça reste Trae Young le patron et on verra comment ça se passait. Bref, c'était pas mal pour Atlanta. Et Clint Capella, qui j'espère va bien former Onyeka Okongwu aussi, 6ème pick de draft. Ah, pas trop vu encore lui. Non, blessé. Je sais. On va essayer de voir. Un petit client Est-ce que j'en ai d'autres? Moi, attends, bouge pas, je suis pas sûr. Qu'on a déjà bien travaillé. Il me reste le chef, quoi. Steph. Quand même. Ah, quand même. Bah, c'est un retour. Hein. J'ai oublié l'autre, il a joué que 5 matchs la saison dernière. La main d'Aaron Baines sur la tronche et puis... Le corps, le poids d'Aaron Baines sur la main. Ah oui, c'est vrai. Ça peut casser Aaron Baines. Alors, sur un terrain, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, demandez à nos amis fans des Raptors. Par contre, ça peut casser une main quand ça tombe dessus. Voilà. Pas de problème pour le retour de Steph. Il aura fallu quelques matchs. Au début de saison, là, nous, on était un peu paniqués. On a fait, oh, putain. C'est tout, il arrive plus à rentrer ses tirs. En fait, non. Ouais, et puis demander les cuts, il allait dans le corner, et puis Wiggins, ni Oubre, ni Pascal, ni qui que ce soit lui donner la balle dans le bon timing. Donc on était tous frustrés de voir lui exécuter comme en 2016, mais ses coéquipiers exécuter comme en 2024. Et là, il aura fallu une explosion contre Portland, 62 points, et alors depuis... C'est bien. ZB. Hein, c'est bien. Il y a eu un petit trou un soir, là, je sais plus quel match c'était, où il y a eu un petit trou d'air. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Et parfois, j'aime bien de temps en temps le voir un peu forcer sa nature, tu sais, un peu en mode Hero Ball Steph. Yes. Moi, franchement, je suis devant l'écran, je suis là, je fais ouais, vas-y, fais du Hero Ball, Steph. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas lui? Pourquoi Stephen Curry, il n'aurait pas le droit à 2 bons gros écrans et vas-y? Parce que c'est le meilleur. Parce que c'est peut-être l'un des, si ce n'est le meilleur joueur sans le ballon de l'histoire de ce sport. Et puis qu'aussi, il aime bien jouer collectif, il aime bien quand ça circule. C'est pas sa nature propre. Bien sûr. Tu vois, c'est pas sa nature propre. Il est jamais aussi fort que quand il est... Enfin, jamais aussi fort. Il est tellement fort quand il n'a pas le ballon entre les mains, à complètement défoncer les schémas défensifs adverses, parce qu'en fait, tu le vois faire des feintes de départ, donc les défenseurs sont paniqués, genre, où est-ce qu'il est, Steph? Où est-ce qu'il est? Mais là, il faut des mecs pour lui filer, et il faut aussi des menaces autour. C'est pour ça que de temps en temps, je pense que ces Warriors-là, là, avec le retour de Draymond, on en a parlé, et puis les progrès de Kelly Oubre, et puis, le retour un peu de Kelly Oubre, et un James Wiseman, un Pascal, des gars qui vont travailler, on va voir comment ça va évoluer, on va voir dans quel rôle va s'installer Steph. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas Klay Thompson, donc c'est pour toute la saison, il doit y avoir de temps en temps, et franchement, je pense que ça doit être quand même vraiment, de temps en temps, vraiment un peu régulièrement, des matchs des Warriors où, vous savez quoi, il y a des nouveaux systèmes. Le nouveau système, c'est balle à Steph. Point barre. Switch et démerdez-vous. Ouais. Ils sont pas nombreux à faire ce qui s'est passé hier soir face aux Lakers. Hein. T'es en isolation face à Anthony Davis. Les Lakers qui ont une défense de grand malade depuis le début de la saison. Ouais. Là, on a eu isolation contre Anthony Davis. Il y a pas beaucoup d'êtres humains qui sortent de cette situation, un vivant ou deux avec 2 points. Steph, jeu de jambes de malade mental, ficelle de 10 mètres, terminé, un match plié. En plus, il a un range, c'est pas nouveau, ça on est au courant. Stephen Curry peut vraiment shooter de n'importe où sur un terrain. Mais quand tu le vois aussi, là, c'est ça que j'ai bien aimé dans les quelques matchs où il a vraiment pris le ballon pour lui, où on oublie, tu sais, genre, il va vite. Il a un putain de handle de grand malade. Quand il drive, il peut finir main gauche, main droite, dans n'importe quelle position. L'autre, il a un toucher et il fait des finitions. On s'est beaucoup extasié, et c'est normal, hein, sur les finitions, je sais pas, d'un James Harden, d'un Kyrie Irving, Bradley Beal, ces gars-là. Mais Steph Curry, quoi. Bah non, c'est la ref. Pardon, mais l'autre... C'est... Voilà, donc j'aime bien au scoring, et puis j'aime bien aussi... c'est intéressant de le voir dans ce rôle compliqué, c'est-à-dire il est leader, en même temps il a pas son splash bro à côté de lui, il a des nouveaux joueurs, tu vois, Wiggins, Oubre, machin, des jeunes. Ah non, bien sûr. C'est intéressant de voir Stephen Curry à 32 ans il a, comme Durant, je crois. Je crois qu'ils sont tous les deux de 88, je crois. Ouais. La génération dorée. C'est intéressant de voir... Ah oui, non, cette évolution. Je crois que c'est le match face aux Clippers, qui est devenu une punchline, désolé les Clippers, sont obligés d'en caser une dans chaque apéro, où ils mènent à fond la caisse à Golden State et où il y a un comeback incroyable des Warriors. De voir ce Steph, comme tu dis, dans une nouvelle situation, et où en fait, quand il y a moins 18 et que tu fais une bonne passe à Damian Lee et qu'il met un N1, Steph, il le regarde, il fait... Ouais. On continue, on y va les gars. Il a envie que le groupe marche. On y va. Moi, c'est pour ça que je l'adore. Ouais, tout à fait. Là, en ce moment, il est vraiment dans une espèce de leadership hyper intéressant où
on casse les structures, c'est grâce à Steve Kerr, ou c'est grâce à Bogut, ou c'est grâce à Clay, ou c'est l'alignement des planètes qui fait que. Non, là vraiment Steph, il est confronté à des vrais challenges, il les prend en main. Bon, pareil, tu venais de parler de KD, d'un des 20 meilleurs joueurs de tous les temps, selon nous, pour être large. Steph, qui fait un bon retour. Aussi, hein. Bah putain, là Steph, attention. Hein. Le match face aux Clippers était complètement dingue, face aux Blazers évidemment, et puis là les Lakers il les a terminés. Enfin la phrase faut la faire hein, en ce moment. Hein. Tu t'en mets 60 sur les Blazers, bon ça il y en a, mais Après, les Lakers sont un petit côté en tongue aussi. Mais ouais, tout à fait. C'est le jeu, hein, mais Lakers et Clippers, tu te les tapes là sur le début de saison. Bon, il y a pas beaucoup d'équipes qui sont dans cette phrase. Je me demande s'ils sont plusieurs d'ailleurs. Je suis pas sûr. Faut regarder. Après, elle est tellement bizarre cette saison que ça se trouve il y a les Knicks dans cette phrase. Oh boy. Non, je rigole. On en reparlera dans un autre apéro. On va y aller doucement. C'est ça. Parce que j'ai vu quelques comparaisons tourner sur les internets. En même temps, il y a de quoi rigoler. Franchement, c'est cool. Tout le monde sur le 5e boulevard en juillet, le 22 juillet. Non, si vous avez d'autres clients, évidemment. 5e avenue. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Pour faire la parade. Avec James Dolan. Franchement, Regarde, ça serait ma parade préférée, je pense. Arrête. Mais si. Mon client c'est déjà en train de préparer la couve. Mais quel troll. Putain, vous êtes pas prêts. Évidemment, si vous avez d'autres noms, balancez-les. Quelque part, on parlait des Clippers, etc. Un petit clin d'œil, on a parlé à monsieur Nico Batum, qui retrouve aussi certaines couleurs. Alors, c'est pas non plus un comeback. Il y a un côté comeback, hein, t'as raison d'en parler. Il y a un côté comeback de Nico, quand même, il faut le mentionner. Parce que. Il a fait plaisir quand même, Cocorico, là. Ouais, on a eu 2-3 actions clutch. C'est pas faute de le tailler, alors on le taille. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Et puis, non, c'est pas comeback pour Paul George parce qu'il a quand même été sale. Mais alors, par contre, sur le début de saison de Polo. Enfin, bref, il y en a plein dans plein d'équipes. C'est presque aussi bien qu'il y a Ignorant. Paul George, là, c'est chaud. Ouais, c'est très chaud. Non, mais c'est vrai que le rôle qui a été donné à Nico Batum chez les Clippers et ce qu'il en fait. Et retour du plaisir du jeu. Hein, ça fait plaisir. Pour Nico. Dans une équipe qui offensivement est absolument monstrueuse, dans le sillage de Paul George, mais bon, faut pas oublier, je sais pas si vous voyez qui c'est, un certain Kawhi Leonard dont on ne parle pas. Ça dit quelque chose. En fait, quand tu regardes la ligne de stats, tu fais ah oui, c'est vrai que c'est bien. Kawhi, début de saison calme de Kawhi Leonard, 24-6-4 avec un masque sur la gueule. Avec la bouche cassée. Hannibal Lecter. C'est un grand malade, lui aussi. Mais c'est pas un comeback. Mais Nico, il y a un petit côté comeback. Il y a un petit côté deuxième vie, là. Donc qui fait très plaisir. Très sympathique, tout à fait. Évidemment, à vous de nous dire ce que vous avez apprécié en termes de comeback sur ce début de saison. Nous, on va devoir enchaîner avec plein d'autres apéros. Des gros bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.